On va maintenant demander à M. Blaise, c'est trop tard, le chirurgien face à la complication. Bonjour tout le monde, merci aux organisateurs de m'avoir invité, c'est toujours un privilège, mais aussi un grand plaisir. Donc le sujet, le chirurgien face à la complication, si vous le voulez bien, j'ai essayé, plutôt que de refaire le énième topo conventionnel sur le réglementaire, le médico-légal, etc., faire quelque chose d'un peu décalé sur, je pense, les fondamentaux du comportement et de notre gestion de la complication, que ce soit en protocole RAC ou en protocole tout court, c'est les mêmes fondamentaux, c'est juste l'histoire naturelle de la chirurgie qui fait que les choses s'accélèrent, les équipes travaillent mieux, etc. Le RAC n'est qu'une suite logique de la chose. Alors je voudrais d'abord vous présenter le chirurgien face à la chirurgie. Chaque jour c'est une relation différente, adaptée à chaque patient. C'est chaque jour une nécessité d'intelligence, de courage, d'anticipation. C'est de nouvelles idées, de nouveaux outils, un processus nouveau, on s'adapte, chaque opération est forcément différente. C'est chaque jour la maîtrise de soi, la maîtrise de l'équipe, de la technique, d'une vision commune dans cet établissement, dans cette équipe que nous aimons tant. C'est chaque jour apprendre, on y reviendra. C'est aussi éduquer, entraîner. Donc vous le comprenez, c'est chaque jour un soin que l'on espère meilleur par le meilleur de nous-mêmes. Alors cette marche victorieuse que je suis en train de vous décrire, elle ne date pas d'hier, mais est-ce qu'on ne l'a pas quelque part un peu banalisé, la consultation? La consultation, ce n'est pas rien à notre époque, c'est quand même une vie confiée en quelques minutes, une relation humaine rare et précieuse dans un univers où on sait très bien qu'on donne difficilement sa vie en moins de 10 minutes à quelqu'un, mais pourtant on lui fait confiance parce qu'il y a un label social, il y a une représentation, il y a plein de choses. Ne banalisons pas la consultation. Elle conditionne beaucoup de choses du vécu de la complication. Ensuite, la décision. Nous sommes en capacité, en médecine, mais en chirurgie plus que tout autre, de prendre une décision. La décision, c'est le mouvement. Et ce mouvement, nous avons le privilège de le faire, puisque nous décidons d'un acte pour autrui que l'on va réaliser avec ses propres mains et dont on prendra la responsabilité. Quelque part, l'exercice de la chirurgie est le fondement du soin, mais c'est aussi une sorte de symbole d'exemplarité, une sorte de symbole de vie de ce que l'on fait au quotidien. L'exercice du soin est le ciment emblématique de nos sociétés, et nous avons donc le privilège d'en être les dépositaires. Alors, quel soin? Le technicien reproduira une technique, ce n'est pas de la chirurgie, c'est de la technique. L'artiste va créer, il va s'investir, il va se nourrir de ce qu'il va faire au travers de cette technique. Il va donner la technique plus sa valeur ajoutée personnelle là. L'humanitaire va se donner, l'humanitaire va se grandir au travers de l'exercice de la chirurgie. Vous l'avez bien compris, à gauche vous avez le dessin original de Vitruve, c'est-à-dire un dessin technique où on voit qu'un homme qui réfléchit et qui est censé diminuer de 14% la hauteur de sa colonne rentre dans un cercle et un rond. Vous comprenez tous que c'est passionnant. Par contre, lorsque Léonard, qui lui est un artiste et non pas un technicien, relit ce document, Léonard montre très bien que l'homme qui s'intègre dans le carré de la création humaine, puisque le carré n'est que la création humaine, est dans le rond de l'équilibre de la vie et de la nature. Et là, on y retrouve l'homme faisant face à son futur. Vous voyez tout de suite la différence entre un technicien qui reproduit une technique chirurgicale et un artiste comme nous devons l'être, quelqu'un qui s'investit, qui donne de lui-même dans l'exercice de son intervention. Donc vous le voyez, c'est la fin de l'acte 1, nous avançons ainsi au meilleur de nous-mêmes, dans une guerre que nous espérons victorieuse chaque jour, qui nous grandit, qui contribue à notre bonheur, tout en améliorant la santé de notre société. C'est beau, hein? C'est beau. Merci. Bon, et puis voilà, une complication, qu'elle soit en RAC ou en tout, et puis une complication survient, on a nuit. Là, il y a un silence, vous voyez. Et tout d'un coup, le paysage, le paradigme change, cet infarctus moderne, un mode mortel, la nuit du retour à la maison, ce saignement qu'on n'a pas pu contrôler, cette hypovolémie, mais docteur, pourquoi il n'est pas resté ce soir à l'hôpital? Est-ce que le bilan préopératoire n'aurait pas pu anticiper? L'opération a duré plus longtemps que ce que vous disiez, vous ne nous avez rien dit, vous n'avez pas adapté votre pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tout d'un coup, nous sommes face à un autre événement. Tout bascule. Mais, quelle qu'aurait pu en être la cause, il va nous falloir désormais gérer notre ressenti et le factuel. Alors, évidemment, on ne peut pas faire autre chose que se poser des questions. Ce serait dramatique autrement. Avons-nous respecté les règles de l'art dans notre relation patient qui va maintenant conditionner tout ce qui va se passer entre lui et nous et sa famille, dans nos décisions, dans la réalisation technique, dans la gestion de notre équipe? Avons-nous respecté les 3 règles de l'éthique? Règle numéro 1, si cela avait été un proche, aurions-nous fait pareil? Règle numéro 2, si cela avait été un proche, aurions-nous fait pareil? Et la règle numéro 3, si cela avait été un proche, aurions-nous fait pareil?
C'est l'heure du regard sur les autres, celui du personnel, où on n'a pas envie d'histoire, ils sont sympas, et parfois cette complaisance coupable où on voit des fautes, des choses on n'est pas sûr, on n'ose pas trop dire pour ne pas augmenter notre isolement sociologique, où le simple fait de demander le silence est vécu comme une sorte de viol collectif par des gens qui oublient parfois qu'on en va au fond du patient. Les confrères, le meilleur allié, le meilleur ami comme le pire, indifférent, réjoui ou comme le militaire au front, aujourd'hui c'est pas moi, ouf, j'espère que ça ne sera pas demain. Nos amis et confrères anesthésistes, notre meilleur équipier pour tous les jours, ou une équipe soudée comme un seul homme pour se repasser patients et responsabilités. Notre direction, elle nous protège, elle nous aide chaque jour, ou elle nous pousse à des erreurs inavouables pour parfois nous lâcher au moment difficile, et puis les proches, et puis tout ça. On se retrouve donc rapidement d'un chemin victorieux à un échec qui tout d'un coup est projeté aux yeux de tous et qui efface malheureusement instantanément et parfois durablement les milliers de réussites passées. Alors c'est peut-être aussi l'heure de tout reprendre, de reprendre quelle est notre relation avec nos patients, avec ce patient. C'est les fondements du soin, ça a l'air bête, mais est-ce qu'on en parle des fondements? Pourquoi les gens regardent des films où on s'entretue toutes les 30 secondes et se lèvent tous dans un avion pour ramasser la grand-mère qui s'est cassée la figure? C'est quand même étonnant. Il faut en parler de ces fondements du soin. Et puis, quelles décisions a-t-on prises? Et puis, la mise en œuvre de la technique. Les règles de l'art, ce n'est pas une photographie figée, c'est chaque jour, on apprend, c'est l'apprentissage dans le sens le plus noble du terme. Et cet apprentissage, c'est générateur du meilleur comme du pire, chaque jour, de manière insidieuse, dans ces petits gestes qu'on modifie, etc. Donc là, encore un petit silence. Et donc, je vais me permettre de vous présenter les fondements du soin. Est-ce gérer au mieux ma relation au patient? Alors, une petite histoire de 8 millions d'années, nous savons tous que nous avons 3 cerveaux, le proto-reptilien, les fonctions neurovégétatives, et le cerveau paléomammiférien, générateur de l'émotion, celui qui est notre ressenti du plaisir ou du malheur au quotidien. C'est celui de la décision, de l'émotion, de la mémoire. La décision, eh bien, le mammifère, lorsqu'il a commencé à élargir son champ de vie, c'est de retrouver confronté à de nouveaux événements. Il a fallu prendre des décisions, bonne décision, plaisir, survie, mauvaise décision, souffrance, mort. Donc ce processus de décision a permis des réactions adaptées, de tests d'hypothèses et le fondement de l'avenir de l'humanité, mais ça a surtout permis de générer des émotions, puisqu'on sait qu'une bonne décision, bien-être, mauvaise décision, mauvaise être, c'est l'émotion. Et l'être humain, petit à petit, a construit ce que les Anglais ont magnifiquement appelé le parent care, c'est-à-dire ce sentiment profond qu'on va être bien si on fait du bien à l'autre. Et c'est ça qui régit notre quotidien. Puis la mémoire a permis de complexifier le tout. Puis, ma foi, il a bien fallu finir par élever notre niveau d'abstraction. Et donc, on s'est adjoint une structure de 10 milliards de neurones, le néocortex. Donc, la conscience qui est arrivée avec ce cortex a permis d'individualiser moi différent des autres et pourtant si pareil. C'est donc je pense dont je suis. Et là, vous le comprenez très bien où je veux en venir. C'est-à-dire que le parent care, la sensation de bien-être profonde qu'on a quand on fait du bien à ses proches, sa congéniture, son clan, sa société, et quand on a la conscience de le faire, c'est la naissance des règles sociales. C'est le noyau de la société qui s'est créé par la création d'un système de valeurs basé sur l'expression partagée du parent care. Alors ça peut s'appeler civisme, déontologie, éthique, législation, c'est la même chose. C'est celui des valeurs fondamentales de notre société. Puis, à le chemin individuel de chacun d'entre nous, on sait que la neuroplasticité se développe avant tout par le partage de l'émotion dans la prodigation du soin ou le bénéfice du soin. C'est-à-dire que c'est une neurogénèse qui est essentiellement affective. Vous êtes en capacité de faire évoluer vous et l'humanité, vous allez apprendre, vous allez créer, vous allez partager, vous aimez l'art, vous aurez le cerveau à gauche à 85 ans et vous serez bien meilleur à 85 ans qu'à 25 ans. Vous n'aimez pas l'art et ceci, cela, voilà un cerveau dégénéré à gauche. Ensuite, c'est simple, vous soignez bien avec une capacité à générer cette parent care avec l'autre et à le partager, vous aurez un beau cerveau même si tout le reste se déglingue. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous vous réduirez. Donc vous l'avez bien compris, j'ai mis Kant, mais je dirais surtout que le patient qui est devant nous a une atteinte à son intégrité corporelle. La première chose qu'il attend de la part du soignant, c'est l'expression et la démonstration de ce parent care qui est le fondamental de notre vivre ensemble. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce parent care au quotidien? Est-ce qu'on l'a géré correctement au patient? Alors la première étape, est-ce que j'ai su initier cette relation qui va colorer l'ensemble des autres relations que j'aurai avec mon patient, qui a pu démontrer le partage de cette valeur? Et ensuite, est-ce que j'ai pu l'utiliser pour ensuite donner des arguments objectifs avec le cortex pour qu'on fait ceci, voilà l'opération, voilà les risques, etc. Alors les étapes sont très simples, le patient ouvre la porte, il faut poser le stylo, il faut le regarder, enlever les lunettes, montrer qu'on est là, c'est ce qu'on appelle le débarquement. Ça s'adresse à l'instinct du patient, c'est pas « bonjour, je m'appelle Bidule ». Ensuite, le regard.
les douaniers vous regardent dans les yeux, ils apprennent ça. Nous, on regarde souvent pas le patient dans les yeux. Regardez-le 3 secondes dans les yeux et lui aura le sentiment que vous occupez profondément de lui et que vous partagez ses valeurs. Puis l'examen clinique, j'adore cette photo, là c'est du parent-care, là on est en train de démontrer qu'on est en échange de partage de valeurs. Puis après, la partie d'information périopératoire est essentielle. L'information est un soin à part entière qui va conditionner tous les autres. Sauf que là, on n'est pas dans l'instinct du parent-care, on va partager ce parent-care en donnant des données d'information technique sur le RAC, le protocole, la technique, etc. Donc l'information périopératoire, c'est un soin qui se prescrit mais dont la mise en œuvre n'est pas une ordonnance ou pouf, je te balance une pilule. Ça se fait sous la forme d'un échange interactif d'informations. Et cette loi du 4 mars 2002 est exemplaire parce qu'inapplicable, mais c'est une leçon de se dire comment prescrire quelque chose qui est basé sur un échange interactif. Il faut apprendre et il faut le faire. Donc vous l'avez compris, un défaut d'information est ressenti essentiellement, enfin le plus souvent, comme un défaut de considération et constitue une solution de continuité dans l'expression attendue du parent-care. Et c'est quelque chose qu'on peut payer très souvent lorsqu'une complication survient. Deuxième point, la décision technique, la réalisation de l'acte. Les règles de l'art ont-elles respecté? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait la bonne technique? Alors que fait-on avec ces règles de l'art? On les a, mais elles sont statiques, on sort de l'université. C'est l'apprentissage de chaque jour qui va magnifier ou qui va galvauder ces règles de l'art. Et c'est aussi l'un des premiers pourvoyeurs d'erreurs lorsqu'on étudie les dossiers juridiques. Alors l'apprentissage, c'est l'histoire de la spirale logarithmique de l'humanité. Chaque nouvel événement, on apprend et l'homme se grandit ainsi. Alors on se grandit vers le haut ou vers le bas. Alors après la faculté, c'est l'éthique individuelle, les confrères, les recommandations. Et là, je vais me faire le plaisir, si vous voulez bien, de prendre 5 minutes, un peu moins, pour sortir une étude qui a fait grand bruit en chirurgie orthopédique à la Sofcote, où on a essayé de faire une présentation d'éthique et de méthodologie de l'apprentissage au quotidien lorsqu'on s'est rendu compte des taux d'erreur, et comme a dit très bien M. Marty tout à l'heure, le RAC ne fait qu'être un catalyseur du meilleur ou du pire de ce qu'on va faire, en tout cas des accidents, c'est sûr. En pratique, on sait que l'essentiel de nos formations se font avec des commerciaux faussement amicaux, dans des endroits sympathiques, avec des gens tout à fait charmants, qui apprennent en un week-end les choses qu'on leur dit de nous dire. Le temps de formation dans les sous-sols du Palais des Congrès, avec des professeurs hirsutes sortant des études multicentriques et d'équideux, intéresse de moins en moins nos jeunes confrères, donc peu d'élévation, mais beaucoup de recommandations industrielles. Et puis le chirurgien est un mammifère, ne l'oublions pas, il a la pulsion de consommation, le passer à l'acte lui fait plaisir, nouvelle prothèse, nouveau bidule, etc. On y va très vite. Alors là-dedans, comment on va gérer le risque et comment on va le gérer encore plus lorsque les choses deviennent plus tendues, comme dans le cadre du RAC. Alors on a fait une expérience sociologique à la Société française d'arthroscopie, qui est on a fait un débat, un théâtre socratique, on a pris une chirurgie très discutée, la prise en charge des luxations anciennes de l'articulation acromioclaviculaire. Technique ouverte classique, 90% des chirurgiens, 10% des chirurgiens se mettent à l'arthroscopie en disant le plus grand bien. Et là, on m'a dit, tu organises un débat et je ne sais pas comment on fait. Alors, ce qu'on a fait, on a pris un chirurgien américain qui était invité à la SFA. On sait toujours que la référence vient d'ailleurs, où tout doit être meilleur, n'est-ce pas, ça rime. On lui a dit, tiens, tu vas nous inventer une technique Top Gun. Donc, le gars est arrivé avec une technique totalement fictive. Hologramme dans la salle, lunettes 3D, Rogers, talkie-walkie, enfin, c'était la totale. À la fin de sa présentation, 65% des chirurgiens étaient fascinés par la beauté de la chose, étaient prêts à y aller dès que possible, les cours, on comprend bien, etc. C'était le vote électronique. Ensuite, le professeur Landreau, Ambroise Paré, le professeur Hardy, Ambroise Paré, est arrivé avec une présentation totalement construite. Voilà les publications favorables à la technique ouverte, il a pris les meilleures. Mon expérience est favorable, c'est rapide, voilà la vidéo de démonstration, etc. 82% d'adhésion du panel. Et ensuite, le docteur Landreau, Paris également, est arrivé en faisant la même chose pour l'endoscopie. Publication favorable, expérience favorable, le film qui va bien, 74% d'adhésion de souhait de mise en œuvre. Donc ça veut dire qu'en 20 minutes, dans ce théâtre socratique, dans un congrès officiel de société savante, 65% des chirurgiens étaient prêts à partir sur une technique inventée. Et on sait tous que ce qu'on voit le jeudi, on peut le mettre en œuvre le lundi si personne dans la tête ne nous en limite. Puis ensuite, 82, ma foi, se confortent à la technique classique, mais quand même 10% d'eux, mais 74% sont prêts à évoluer. Donc c'est très bien, mais les gens changent d'avis rapidement sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas être autorisés de changer d'avis comme ça, tout seul dans son coin. Alors ils se rallient à ceux à qui ils identifient leur pratique. Alors là, je vais me permettre 2 minutes d'humour, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait chaque fois qu'une nouveauté arrive, le RAC, une nouvelle technique, etc. Alors c'est un enseignement essentiel, peut-être jamais essentiel. Alors que faut-il faire
Mais il faut maîtriser sa puissance de consommation. Ce groupe mythique, mon paquet de café a changé de couleur, et bien qu'un peu plus cher, il doit être meilleur. Cette nouvelle prothèse, ce nouvel ancillaire, voilà à quoi cèdent nos jeunes chirurgiens et qui nous mènent parfois à de mauvais moments. Ensuite, il faut savoir qui on est. Qui est le chirurgien qui va faire cette décision? Quelle est sa réaction à toute nouveauté? L'ego, c'est un aristocrate intégriste ou un fashion addict? Tout ce qui est nouveau va me valoriser, hop, je fonce. Quelle est sa réaction au support commercial? Quand je dis support commercial, ça peut être le professeur qui présente une nouvelle technique. Il est beau, il est puissant, c'est un grand service lointain et renommé. En faisant comme lui, je ferai partie de sa communauté, je serai aussi beau que lui, etc. Je suis amoureux de cette nouvelle technique. Ou alors, à l'inverse, chirurgien peureux de tout ce qui arrive. Et puis, qui suis-je? J'opère à Lambaréné ou j'opère au Mayo Clinic à New York? Profil d'activité, équipement. Qui est le vendeur de cette nouvelle technique? Qui m'a appris cette modification? C'est une personne, c'est une école, c'est une démonstration individuelle, un gourou ou une société savante au travers d'une étude multicentrique? Quel est le bénéfice de cette technique? Va-t-il être significatif? Quelles sont la limite et la maîtrise du risque que je vais infliger au patient? Que vaut l'information qu'on me donne là-dessus, preuve scientifique ou faible niveau de preuve? Alors la SFA a proposé un chemin vertueux qui est l'indication de ce changement que je vais faire. Est-ce clair ou pas clair? Me manque-t-il des points techniques qui vont faire en sorte que si je veux adapter cette nouvelle technique, il va falloir que j'apprenne des choses ou non? Ensuite, est-ce que je sais démembrer cette opération? Le cadrage préopératoire, est-ce que ma structure est adaptée à cette nouvelle technique? Est-ce que je sais faire l'installation? La voie d'abord est-elle bien? Est-ce que je la maîtrise? Le geste technique principal associé, le cadrage post-opératoire. Est-ce que j'ai été en capacité de construire ce cheminement avant de réaliser vraiment l'opération? Est-ce que j'ai été capable d'adapter avec rigueur et humilité les conditions d'apprentissage à ma pratique? On parle du RAC, en orthopédie, c'est facile de jeter le malade le soir. Si on n'a pas construit toutes ces choses, le soir dehors sur le parking, si on n'a pas construit toutes ces choses-là. Est-ce que j'ai maîtrisé chacune des phases de ça? Est-ce que j'ai lu les bons livres? Est-ce que j'ai été voir des experts? Est-ce que j'ai regardé des vidéos? Ça peut suffire pour certaines choses. Est-ce que je suis allé visiter en salle d'opération? Est-ce que je suis allé voir les cadavres et faire les tests s'il y a vraiment une gestuelle particulière? Toutes ces choses sont à formaliser, souvent ne le sont pas. Est-ce que j'ai prévu des solutions de repli en cours d'opération ou au décours de l'opération? En gros, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions dans la réalisation? Vous voyez, c'est la fin de l'acte 2. On est revenu sur les fondamentaux de la relation au patient et sur les éléments de la gestion, de la petite gestion, entre guillemets, au quotidien de la chirurgie. Alors, le bilan est fait, et je vais en finir maintenant. Que va-t-on faire en pratique? D'abord, une fois qu'on a fait ce tour sur soi, que nul n'est obligé de faire, mais qu'il est indispensable de faire, faute de quoi on n'a pas notre place ici, il faut faire son bilan personnel. Est-ce qu'on a respecté les règles de l'art et de la technique? Est-ce qu'on n'a pas respecté, est-ce qu'on a manqué, aux règles de l'art et de la technique? Dans ce cas-là, on a fait une erreur. Eh bien, ma foi, soit on l'assume, on en tire profit pour progresser, soit on n'assume pas et on n'a pas sa place, bien évidemment, dans notre communauté. Si on a respecté les règles de l'art et de l'éthique, il faut assumer cette complication, c'est un aléa, il faut en tirer profit pour progresser. Alors, dans ce cas-là, à partir de là, il faut gérer le présent. Il faut démontrer son parent de care, celui qu'on a, il faut le renforcer ou le démontrer s'il n'a pas été fait avant, en parlant clairement à la famille et en acceptant ces mêmes questions sans fin chaque jour, qui sont en fait des demandes de considération et pas des demandes d'information. Ensuite, il faut être en capacité d'extraire, de maîtriser le dossier médical et administratif, donc je n'y reviendrai pas, il y a des tas de protocoles d'assurance, ils font ça très bien. Ensuite, il faut en informer sa direction, son assureur. Il faut, ma foi, se poser et rentrer dans le problème et non pas l'éluder. Il faut rester présent avec la famille, la direction, les confrères, partager la bibliographie, la société savante. C'est un travail de solidarité et on doit assumer cette solidarité parce que les gens sont là pour nous aider. C'est à nous d'avoir le courage d'aller demander de l'aide. Et il faut aussi se rapprocher de ses proches pour se prouver sa capacité à soigner. Parce que quand on a eu un mort, quelque chose de dramatique, c'est bien de sentir qu'on fait du bien à ceux qui sont le plus importants pour nous. Ils vont nous permettre de nous reconstruire. Et puis l'avenir, et j'en finirai après, c'est gérer l'avenir, c'est accepter et assumer son erreur s'il y en a une, c'est accepter les aléas s'il n'y a pas eu d'erreur, se pardonner, c'est très important. On est important pour la santé publique. Si on veut avancer, il faut se pardonner et il faut s'améliorer, il faut se renforcer. C'est pour ça que je pense qu'un soin toujours meilleur est le but de tout soignant. La survenue d'une complication nous amènera au meilleur ou au pire de nous-mêmes et des autres, mais il doit nous obliger à avoir du courage, à prendre nos responsabilités et à nous améliorer. Parce qu'un homme meilleur fera un soin meilleur et une complication doit nous y aider. Merci. D'abord,
Avez-vous des questions sur ces points? François Dubois. Je pense que je ne comprends pas comment j'ai pu exercer la chirurgie pendant 40 ans en n'étant pas aussi intelligent. Je voudrais simplement faire une observation. Vous avez parlé du problème personnel. Je crois qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent. Lorsque l'on prend en charge un patient dans un établissement, privé ou public, peu importe, ce qui est concernant, tout le monde est concerné, c'est-à-dire le chirurgien responsable, son équipe, ceux qui opéreront par ailleurs, et tout le personnel qui va participer. Et il n'est pas possible de progresser s'il n'y a pas des réunions systématiques, méthodiques, régulières, qui analysent chacun des points de défaillance et de défaut de manière à les corriger. Voilà, c'est pourquoi, et à cet égard, je rappelle que la mémoire de notre ancien président Charles Proat, qui nous avait bien appris d'ailleurs avec quelle méthode dans son service il imposait une discipline de fer qui avait recours à ce procédé. Et quand nous parlons justement de toutes ces questions, je crois que nous ne pouvons pas oublier cet aspect essentiel. Ça, c'est une des plus grandes souffrances du praticien. On a la confiance du patient en binôme, de colloque singulier, les yeux dans les yeux, comme je l'ai dit de manière un peu poétique, mais après on a sur le dos l'établissement, la structure, l'équipe de garde, les infirmières de bloc, la pharmacie. Donc on a toute une structure derrière qu'on a de plus en plus de mal à assumer. La société nous demande des choses de responsabilité, on est prêt à prendre, mais qu'elle ne veut pas prendre. Et notre difficulté, je suis en train d'écrire un texte sur la souffrance du soignant, c'est qu'on a derrière nous des gens qui ne nous suivent pas. Et cette équipe dont vous parlez, on en rêve tous les matins, et on a du mal maintenant à la réunir, tout part de partout, on n'arrive plus à gérer notre équipe de travail. Une petite question qui revient au sujet de la journée. Pensez-vous qu'en améliorant cette relation parent, comme vous avez parlé, qui est importante pour vous, on va améliorer, je dirais, l'optique de la sortie précoce? Parce que, bon, pour vous dire très franchement, ce qui se passe actuellement pour les non-médecins, les non-chirurgiens qui sont opérés, j'ai l'impression qu'après l'intervention, ils ne voient plus leur chirurgien. Voilà. Je pense que s'ils le voyaient au moins avant leur sortie précoce serait certainement améliorée. Alors je pense que ne pas voir son patient avant qu'il sorte est une faute professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je veux dire, on le voit avant, on le voit après. C'est un contrat qui est passé avec le patient et c'est essentiel. Ensuite, le vécu du patient est bien évidemment lié à l'expression de ce parent de care. Le RAC est très intéressant parce que c'est simplement, on prend ce qu'on a, on se met ensemble, on se met autour d'une table avec les anesthésistes, les infirmières, la structure de soins, pour porter le tout un cran au-dessus. La chirurgie a évolué vers mini-invasif, le reste doit suivre. Mais effectivement, il faut partager la valeur, et la valeur, c'est le chirurgien qui n'en est que le symbole, c'est-à-dire, moi je vais voir, enfin pas moi, mais on va voir son patient avant, après, et l'équipe se calque sur nous. C'est extrêmement important. Monsieur. Oui, monsieur, je voudrais vous remercier de votre excellent exposé. Je le trouve extrêmement idéaliste et très peu concret. Je suis anatomiste et je trouve que vous avez utilisé, par exemple, l'homme de Vitruve, sur lequel j'ai un peu travaillé, qui est purement technique, à la fois de Léonard de Vinci, qui a adapté la citation de Vitruve, et Vitruve était un architecte de l'Antiquité, spécialiste dans la construction des temples, et je ne pense pas qu'il faisait beaucoup dans l'intellectuel, il faisait pour que ces temples tiennent bien. Et votre coupe sagittale du Nautilus, c'est une spirale logarithmique à base 2, c'est bien connu. Un logarithme neptérien. Et le Nautilus n'utilise que la dernière chambre. Il grossit, alors c'est magnifique comme image. Mais je trouve que vous êtes extrêmement idéaliste. Et l'école de Cochin, avec mon ami Bonichon, a toujours dit qu'on ne reproduisait pas, on ne faisait pas une intervention qu'on n'avait pas vu faire. Donc vos trois exemples pas fantaisistes, mais enfin de chirurgiens qui inventent une opération et tout le monde le gobe, c'est magnifique, parce que Monsieur Hardy est dans ma faculté, donc c'est un excellent endoscope. Je trouve que c'est pas normal.
Ce n'est pas normal de présenter ça dans un congrès de chirurgie. Ah, je suis désolé de On a faire... fait la SFA, vous voulez dire. Oui, c'est un C'est choix pas que la bien. SFA a assumé et qui a fait grand bruit, qui doit dire on a donné des leçons, ça a donné un article, ça a été publié dans un livre et c'est cité maintenant par les confrères. Et je pense que c'était une très bonne leçon pour nos confrères. Et on l'a fait d'une manière amicale et comme ça peut se faire la SFA. Ensuite, le Vitruve, mais je suis d'accord, j'illustre en faisant ça. Vitruve était un architecte de 5e siècle, je crois, avant Jésus-Christ, romain. C'était un technicien. Mais Léonard a eu l'idée d'en tirer des symboles. C'est ça que je veux dire. C'est la différence entre un technicien chirurgien et un chirurgien qui va donner des symboles. Ensuite, la spirale logarithmique, pour ne rien cacher, c'est l'escalier quand on sort du Vatican. C'est l'histoire naturelle de l'homme qui se grandit dans l'événement et qui, bien sûr, utilise la dernière spirale. Sinon, on remonte à Daesh, on remonte à 8 millions d'années en arrière, si on utilise la deuxième cran de la spirale, évidemment. Mais le côté positif, idéaliste, je tenais à le faire, c'est un endroit important et je pense que nos confrères, toutes ces choses, ces transformations qu'on a technologiques, on parle de big data, on va se faire, l'homme, l'être humain est toujours aspiré par la nouvelle technologie, il perd son sens, puis ensuite revient à l'essentiel. Donc je pense que cet endroit est un des endroits où on doit donner de l'élan, on doit donner de l'éthique, on doit donner de la grandeur à notre profession, parce que lorsqu'on dit un confrère qui fait n'importe quoi, mais bon sens c'était ta femme, il rentre à la maison, il dort pas pareil, et peut-être qu'il va changer. Par contre, les recommandations de l'HAS sur les bidules et les machins, ça, il n'en a rien à faire. Donc si on donne de l'élan et de la dimension, même si c'est un peu cuit-cuit, et c'était un peu le risque d'aujourd'hui, peut-être qu'on va faire changer les choses, et l'Académie, je pense, c'est un des hauts lieux où on peut donner un âme à cette chirurgie, on n'a plus rien à faire avec tout ceci, donc c'est à nous de donner cet élan. Oui, une remarque. On parle de Léonard de Vinci comme si c'était un idéaliste avec la Vierge Rocher, la Joconde et tout. Mais en fait, c'était un dessinateur qui dessinait à longueur de journée et qui a produit des images anatomiques extraordinaires que vous connaissez sous la direction d'un anatomiste. Et Léonard de Vinci n'a pas pu le publier de son vivant. Il s'est enfui quand la peste est arrivée et l'anatomiste est mort. Donc c'était un technicien du dessin, ce n'était pas un idéaliste. On en discutera, mais j'ai écrit des ouvrages sur Léonard de Vinci. Bon, allez, merci beaucoup pour ces remarques culturelles qui nous font bien sûr du bien. Alors, je crois qu'il nous reste